Je vais vous parler de Jules Hermann. C'est un historien de La Réunion, on va l'appeler comme ça, même s'il n'a pas vraiment fait d'études d'histoire, il était notaire, et il est pour moi le précurseur de l'histoire de l'océan Indien, puisqu'il a écrit au début du XXe siècle un livre important, qu'il a appelé notamment « Colonisation de l'île Bourbon ». Alors, dans la préface qu'il écrit pour la réédition du livre de Jules Hermann par les éditions Orphie, Colonisation de l'île Bourbon, Jean-François Reverzy souligne le côté visionnaire d'Hermann. Dans plusieurs domaines, le personnage est bien un précurseur. Des historiens lui reprocheront son jugement trop favorable à l'égard du capricieux et sévère Habert de Vauboulon et de l'ambitieux Antoine Boucher, tous les deux gouverneurs de l'île Bourbon dans les débuts de son peuplement. Et je suis de ceux-là, je suis de ces historiens qui le critiquent dans ce domaine, puisque ces gouverneurs sont fortement critiquables. Mais comme l'écrit Alain Vauthier, qui est le président de l'Académie de l'île de la Réunion, dans l'avant-propos du livre, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Et Jules Hermann ne manque pas d'arguments pour étayer ses idées. C'est ce qui compte avant tout chez un historien. On ne peut pas, on ne doit pas écrire l'histoire des peuples avec des a priori personnels ou pour flatter l'ego de quelques hauts personnages de l'État, comme l'ont fait des historiographes de Louis XIV ou de Napoléon Ier par exemple. C'est là ce que nous appelons de l'histoire événementielle, parfois construite sur des mythes historiques, le plus souvent pour le bon plaisir du prince régnant. On retient la date de son couronnement, son mariage arrangé avec une infante étrangère pour former une alliance puissante, ses exploits guerriers, l'agrandissement de son précaré au détriment des provinces voisines, les splendeurs de sa cour et ce qu'elle coûte, mais on évite de parler de ses félonies, des crimes qu'il a commis ou ordonnés, des ambitions hégémoniques et surtout de la misère de son peuple. C'est en réaction à cette vision classique de l'histoire que les fondateurs des Annales en 1929, Marc Bloch et Lucien Febvre, demandent à leurs étudiants de creuser plutôt l'histoire sociale, c'est-à-dire celle des masses. En lisant le livre de Jules Hermann, on est frappé par son souci de décrire la société bourbonnaise. Sur quoi repose-t-il ses convictions? Essentiellement sur des témoignages d'époque qu'il découvre dans les archives de sa propre étude de notaire. Et il fait ce travail plus de 20 ans avant que l'histoire sociale ne soit officialisée en France par Bloch et Febvre. Donc l'histoire sociale, l'école des Annales, c'est 1929, et lui c'est début du 20e carrément, 1903 je crois. Nicolas Géraudou, qui est lui aussi on va dire un littéraire important à l'île de la Réunion, met en exergue le discours fantasmatique d'Hermann, naturellement sans le justifier. Est-il pensable de ne voir que les seules origines étymologiques malgaches à tous les toponymes de la Réunion, par exemple? Mais ce n'est pas cela le plus important de sa démarche historique. L'auteur fait ressentir au lecteur la mentalité des acteurs de la jeune société réunionnaise, en utilisant ce que nous appelons aujourd'hui, en langage d'historien, l'empathie. Il est qui vit à la place du colon désabusé. Un qui vit, c'est un blanc, un colon blanc qui donc s'échappe dans les bois parce qu'il juge que le gouverneur est devenu trop brutal. Il devient aussi pirate à la place du fier l'abuse, il devient gouverneur à la place de l'énergique la bourdonnais. Je ne sais si le parti de la tortue, c'est comme ça qu'il l'appelle, a réellement existé à l'île Bourbon au XVIIIe siècle, mais cette locution, pour parler du clan de ceux qui invoquent la protection des tortues afin de freiner l'installation de nouveaux colons dans le sud de l'île, par peur de la concurrence qu'ils pourraient faire au monopole économique des anciens de Saint-Paul, ne semble pas totalement fantasque. Jules Hermann a le mérite de sentir des événements que la vérité historique a peu de chances de contredire le jour où un historien en trouvera les preuves. La correspondance du breton Boucher avec les armateurs de Saint-Malo, qui figurait selon lui dans son inventaire post-mortem et n'a pas été retrouvée, a très bien pu susciter la convoitise des autorités parisiennes, ce qui expliquerait la création rapide
de la deuxième compagnie des Indes, celle du banquier Law, en 1717. Et cette compagnie récupère le monopole de l'ex-compagnie des Indes orientales moribonde. Il y avait bien une concurrence très forte, précédée par une rivalité ancienne entre les pionniers maritimes de l'ouest de la France et les syndics terriers de la Compagnie des Indes siégeant à Paris. D'un bord comme de l'autre, ces gens ne pouvaient pas se considérer de même culture ou de même civilisation. Les uns entretenaient plus ou moins consciemment une solide mentalité celtique, égalitaire, libérale et anticentraliste. Les autres revendiquaient ouvertement leurs racines franques, se pensant supérieures par le sang et la fortune. L'historien Joseph Riault affirme qu'en France, au XVIIIe siècle, la querelle des origines souleva des débats passionnés. Ainsi, jusqu'à la Révolution, s'opposèrent les partisans d'une noblesse d'épée d'origine franque, justifiant la prétention des nobles à gouverner la France, et les partisans d'un tiers-État d'origine gauloise. Donc c'est dans les mythes fondateurs de la Bretagne, aux éditions Ouest France, et c'est paru en l'an 2000. Hermann a-t-il des racines celtiques? Très certainement par sa mère, dont le nom, Bordereau, vient de l'ouest de la France. Beaucoup de noms possédant la finale O sont vendéens. Au sens large, la Vendée, partie du Poitou, ne se limite pas aux frontières de ces départements, mais débarque largement sur la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. La Vendée militaire, notamment au moment de la Révolution. Jules Hermann, tout en s'inscrivant dans l'ère du temps de son époque, la fin du XIXe siècle, où l'idée du devoir de colonisation règne sans partage, fait montre d'une liberté de pensée et d'un autonomisme qui ressemble beaucoup à ceux des métropolitains de l'Ouest. À propos de l'administration de l'île, au tout début de sa véritable mise en valeur par la culture du café, il écrit ceci. Ce qu'il y a de plus surprenant, en effet, dans cette organisation qui se crée en 1718, à 4500 lieues de la métropole, émanant de Français qui peuvent se dire, de par le roi, maître et seigneur de l'île, c'est d'y trouver l'application des grandes idées modernes, le respect des droits populaires, le sentiment du parlementarisme, quand au contraire les régions gouvernementales en France, suivant une marche diamétralement opposée, se plongent et s'effondrent dans le pouvoir absolu et ses abus. À l'époque, les provinces françaises n'ont pas toutes le même statut. Jusqu'à la Révolution, la Bretagne est une province d'État, réputée étrangère. Son Parlement, siégeant à Rennes, reste un des plus romans, le plus souvent contestataire à l'encontre du gouverneur, c'est-à-dire du représentant du centralisme parisien. Il paraît donc tout à fait normal que des natifs de cette région, venus s'installer dans l'île Bourbon, aient cette mentalité. Et Jules Hermann l'a traduit parfaitement. C'est là sa grande qualité d'historien, même s'il peut se tromper par ailleurs sur les vertus qu'il accorde à quelques hauts personnages de son île natale, en l'occurrence ceux que j'ai nommés Albert de Vauboulon et Antoine Boucher. Voilà. Voilà pour Jules Hermann, c'est un grand homme qui a marqué l'histoire de la Réunion, dont on parle peu, malheureusement. Voilà, alors quelques rappels, les historiens lui reprochent d'être trop flatteur de Vauboulon et Boucher, mais en même temps, ces hommes ont permis quand même un développement de l'île, Vauboulon essentiellement en faisant, en produisant des papiers pour les concessions. Et d'ailleurs, il en a profité parce qu'il a touché de l'argent là-dessus. C'est pour ça qu'il était assez horrible et qu'il a été finalement tué par les colons. Et Antoine Boucher, par le rapport qu'il fait à la Compagnie des Indes, et qui donc dit que la culture du café pourrait s'implanter très bien à l'île Bourbon. Voilà. Et c'est en fait ce qui va se passer. L'île Bourbon va devenir la plus grande productrice de café de la France, et elle va même être pratiquement le seul producteur pendant plus d'un siècle. Voilà. Et je vous dis encore, à une prochaine fois.